Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Aujourd'hui, nous allons ensemble commencer une nouvelle partie qui va traiter de l'intonation du japonais. Alors l'intonation, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, voire même pas du tout parlé jusqu'à maintenant. Déjà, quand on étudiait l'écriture, parce que c'était pas vraiment en lien, on travaillait sur du support écrit, pas sur du support oral, mais maintenant qu'on commence à faire des phrases, maintenant qu'on a des cours de grammaire, je pense qu'il est temps de toucher quelques mots là-dessus. Ce cours sur l'intonation des mots japonais, c'est un cours qui est d'un niveau quand même assez avancé. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément besoin d'y assister, de tout retenir. Vous pouvez sauter ce cours, mais bon, par curiosité, c'est quand même pas mal d'y jeter un œil. Avant de commencer, j'aimerais distinguer deux termes importants, la prononciation et l'intonation. Pour moi, ce sont deux termes différents. La prononciation, ça va être comment bien prononcer, notamment les syllabes japonaises. Par exemple, le chi, on prononce bien chi. Ou par exemple, je sais pas moi, le tsu, c'est bien tsu. Ça, c'est la prononciation. L'intonation, vous allez voir, ça va être quelque chose de différent. Tant qu'on est dans les mots importants, je vous donne un autre mot dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est la mort. Alors la mort, qu'est-ce que c'est? C'est une unité de temps qui est donc qu'on utilise à l'oral lorsqu'on fait de la phonétique. En fait, chaque kana en japonais, jusqu'à maintenant, quand je vous ai expliqué le principe au début, je vous ai dit que ça correspondait à des temps. Par exemple, je sais pas, le mot katana, c'est katana, etc. En fait, ces temps, ça s'appelle exactement des morts. C'est un terme un peu avancé que l'on utilise quand on étudie la phonétique. Maintenant, je vous en parle. Attention, la mort, c'est différent des syllabes. Je vous donne un exemple. Le mot kaidan, l'escalier, on entend deux syllabes, kaidan, mais en japonais, on a quatre morts. Ka-i-da-un. Donc voilà, en japonais, c'est très simple. En général, un kana, ça correspond à une mort. Sauf bien sûr quand on aura des combinaisons, parce que il y a deux kanas, par exemple shu, pour écrire une seule mort. Ok, maintenant que tout ça c'est bon, on va commencer à parler d'intonation. Alors, on a tendance à dire que le japonais est une langue qui, au niveau de l'intonation, est plate. C'est en partie vrai, notamment si on la compare aux langues occidentales, mais ce n'est pas tout à fait correct. En fait, en japonais, en ce qui concerne les mots japonais, on a deux tons. Un ton bas et un ton haut. Alors, des tons, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme en musique, si vous êtes un peu musicien. En gros, quand on a un do et un ré, le ré, il est plus haut que le do, il est un ton au-dessus, pour être exact. Ou même un do dièse, il est plus haut que le do. Voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle des tons. Et en japonais, on va avoir pareil, on va avoir certaines morts qu'on va mettre plus hautes que d'autres. Bien entendu, je ne vous demande pas de chanter la langue japonaise, hein, mais vous comprenez cette idée de ton plus haut que d'autres. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, le chat, en japonais, ça se prononce neko. Donc, vous entendez bien, le nez est plus haut que le ko, neko. Et ça, comment je l'écris? Comment j'écris cette intonation exactement sur le support écrit? Je vais mettre ici une ligne qui descend pour montrer que du nez au ko, on descend. Ça serait un peu comme si c'était une flèche. Ici, je vous écris tout ça en katakana. Pourquoi? Parce que quand on travaille sur un support phonétique en japonais, on travaille sur des katakana. C'est ce que les japonais ont fait quand ils ont katakanisé des langues. Ils les écrivent en katakana parce que eux, ils entendent des sons. Donc c'est pareil en japonais. Même si on va travailler sur des lectures purement japonaises, c'est le cas ici avec Neko, on va écrire tout en katakana. Je vous donne un autre exemple. Kaminari, l'éclair, en japonais, ça se prononce exactement kaminari. Donc ici, vous voyez, je vous mets mes lignes rouges. Entre le ka et le mi, le ton monte et il redescend entre le na et le ri. Kaminari. Voilà. Au milieu d'un même mot, le ton peut monter ou descendre. Vous comprenez cette histoire de ton bas ou haut au milieu d'un mot. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Je veux dire, neko, le nez est toujours plus haut que le ko. C'est comme ça que se fait la bonne intonation de ce mot japonais. Cette histoire de ton, c'est également valable pour les mots sino-japonais. Par exemple, le peuple japonais en japonais se dit Nihonko Komin. Donc ici, voilà, on a un mot de 4 kanji, tout est lu en lecture sino-japonaise, Nihonko Komin. On monte ici, on descend ici, Nihonko Komin. Vous voyez le principe. Et c'est également valable pour tous les mots étrangers qui ont été katakanisés dans la langue japonaise. Par exemple, un cadeau en japonais, purezento. Ici, je monte avant le ré, et je descends avant le Z. Donc en fait, le Ré est plus haut que les autres kana, que les autres morts. Purezento.
Vous voyez comment ça marche. Encore une fois, cette histoire de ton, c'est pas comme en musique. En musique, un do va toujours être au même endroit. Le do, c'est une note, c'est une hauteur de ton précise. En japonais, on n'a pas des tons fixes. On a des tons plus hauts que d'autres, mais notre mot, si on veut le commencer à une certaine hauteur, bah, les autres, on les fait plus haut, plus bas. Mais si notre mot, on veut le commencer plus haut, les autres tons, on les fait plus haut, plus bas. Vous comprenez, c'est pas comme dans la musique où chaque ton, chaque note est un ton à une hauteur précise. Donc, voilà, ça c'est la base de l'intonation japonaise, c'est pas plus compliqué que ça. Dans les mots, il y a des tons qui sont plus hauts que d'autres, parfois on monte, parfois on descend. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas deviner. Quand on a un mot japonais, on le regarde, on ne peut pas deviner le ton, il faut l'entendre à l'oreille, il faut connaître l'intonation pour pouvoir la connaître. C'est bête, mais c'est pas quelque chose qu'on peut deviner, si vous voulez. Moi, je découvre aujourd'hui un mot japonais, bah, si je l'ai que au support écrit, je peux pas savoir quelle est la bonne intonation. En ça, c'est un petit peu compliqué. Cette intonation, c'est très important parce que ça va permettre de différencier des homophones. Je vous donne un exemple. Kami et kami. Vous voyez, dans le premier cas, le ton descend, et dans le deuxième cas, le ton monte au milieu du mot. Le premier, kami, c'est le dieu, c'est ce kanji-là. Et le second, kami, c'est le papier, c'est ce kanji-là. Ce sont deux homophones, mais que l'on va pouvoir distinguer à l'oral, non pas grâce à leur prononciation, qui est la même, mais grâce à leur intonation. Et on va avoir souvent des mots comme ça qui, paraissant identiques, vont être différents au niveau de l'intonation. Je vous donne un autre exemple. Sake, c'est le saumon, et sake, c'est l'alcool. Hashi, ce sont les baguettes avec lesquelles on mange. Et hashi, c'est le pont. Donc voilà, tant de mots, il y en a plein d'autres, qui paraissent identiques, mais qui ne le sont pas quand on fait bien attention à l'intonation. Vous comprenez à quel point l'intonation, du coup, c'est quelque chose d'important. Pour bien maîtriser ça, on va avoir plusieurs règles qui vont nous permettre de bien prononcer à l'oral les mots japonais et qui vont permettre également de d'écrire sur le support écrit, donc comme avec ces flèches là, ces barres rouges que je vous mets depuis tout à l'heure, d'écrire l'intonation. La première des règles, c'est quelque chose de très important. Certains mots, on va devoir préciser comment ça se passe après le mot. Bon, pour l'instant, avec mes barres rouges, on a vu comment l'intonation se passait au milieu du mot. Mais quand on a une particule après un mot, vous savez que les particules se placent après les mots qu'elles concernent, et elles sont liées au mot. Pardon, on considère qu'elles sont rattachées au mot. Et il y a certains mots qui vont pas avoir le même effet sur la particule qui suit que d'autres. Je vous donne un exemple. On a vu les baguettes, hashi. On a vu le pont, hashi. Et on voit également un autre mot qui se prononce hashi, l'extrémité, hashi. Donc voilà, les deux ici ont vraisemblablement la même intonation. Dans le cas des baguettes, ici on n'a pas besoin de préciser ce qu'il se passe après parce que quand un mot se termine en bas, ici voilà, le chi il est en bas, c'est le ton du bas, la particule qui suit va forcément être en bas. On n'a pas besoin de préciser quoi que ce soit. Par exemple, la particule ni, j'en prends une au hasard. Mais quand un mot termine en haut, et c'est le cas de ici et ici, le pont et l'extrémité, il va pouvoir se passer deux choses différentes. Dans le cas du pont, la particule va être en bas, ça fait hashi ni. Ici, la particule se met en bas. Mais dans le cas de l'extrémité, la particule va rester à la même hauteur que la dernière mort, hashi ni. Donc voilà, même si les mots semblent en apparence identiques, au niveau de la suite de l'intonation, donc de la particule, ils vont être différents. Et ça va permettre notamment à l'oral de distinguer si on dit je suis sur le pont ou sur l'extrémité. Parce que la particule qui suit va te dire ah bah ouais, attends, la particule elle est en bas là, donc c'est le pont, et la particule elle reste en haut, du coup c'est l'extrémité. Pour indiquer que la particule donc, se met en bas à la fin d'un mot qui termine en haut, je vous mets donc ici une barre rouge qui descend, et pour vous indiquer qu'elle reste à la même hauteur que la dernière mort du mot, je vous mets une barre en haut comme ça rouge, mais horizontale, qui reste à la même hauteur. Donc quand on écrit juste le mot hashi, le pont ou l'extrémité, on va écrire cet élément qui précise comment ça se passe après. Hein, hashi, ça c'est le pont, et hashi, mais ça reste en haut, c'est l'extrémité. Et encore une fois, pour les baguettes, hashi. Ici, pas besoin de préciser parce que, vu que ça termine en bas, la particule se met forcément en bas après. Ça, c'est pas facile, mais je vous rassure, on s'y fait.
La deuxième règle qui permet de bien maîtriser l'intonation, c'est de savoir que quand un mot, notamment c'est le cas dans les mots sino-japonais, va récupérer d'autres mots après pour former des mots composés, l'intonation du mot de base change. Je vous montre. Le Japon, Nihon. Ici, uniquement le ho est en haut. Et le peuple japonais, Nihon kokumin. Ici, on a ho, ko qui sont en haut. Donc, on ne se retrouve pas dans le même cas de figure que le Nihon qu'on a vu juste au-dessus. Ici, l'intonation de Nihon, elle change parce qu'on l'a composé, on a mis un autre mot après, ça fait un mot composé. Cette modification du ton d'un mot, ça va également être le cas lorsqu'il va s'agir de verbes ou d'adjectifs, on verra ça plus tard, notamment dans la saison 3, qui vont changer de forme, qui vont prendre des terminaisons différentes, parce qu'on les mettra au passé, au négatif, ce genre de choses. Et du coup, voilà, l'intonation va également changer pour des mots qui, en apparence, on pense qu'ils ont une seule intonation. Non, ça va changer. Troisième règle. Quand on a un allongement sino-japonais et qu'on écrit l'intonation, donc sur le support écrit, on va l'écrire avec un tiret d'allongement, comme s'il s'agissait d'un mot katakana. Je vous montre l'école. L'intonation, c'est gakko. Donc ici, bien sûr, je monte. Et l'allongement que j'écrirais de base, si c'était simplement écrire la lecture avec un U katakana, parce qu'il s'agit d'une lecture sino-japonaise, ici je l'écris simplement avec un tiret d'allongement. Ici, bien entendu, j'ai le petit dessus, mais ça ne se prononce pas, c'est la pause. Et puis, il va parfois arriver que l'intonation change, que la hauteur de ton change en plein milieu d'un allongement. Ça va même être très fréquent en ce qui concerne des mots sino-japonais. Je vous donne un exemple. Le médecin scolaire, ça se dit en japonais gakoi. Ici, uniquement la pause, mais que l'on ne prononce pas, et le ko sont en haut. Gakoi. Et du coup, mon ko qui est allongé, l'intonation descend entre la première mort qui est le ko et la deuxième mort qui est son allongement. Ça va arriver très 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 souvent lorsque l'on va avoir des allongements sino-japonais. D'ailleurs, à ce sujet-là, on a certaines morts que l'on va écrire différemment lorsqu'il s'agira d'intonation que lorsqu'il s'agit d'écrire la mort, tout simplement, enfin le kana en japonais. Par exemple, la particule wa que l'on écrit avec le hiragana ha, lorsqu'il va s'agir d'intonation, là on parle simplement de phonétique, on va l'écrire bien sûr avec le katakana wa, parce que même si c'est ha, ça se prononce wa, donc vous comprenez le principe, on va l'écrire comme ça, avec le wa. C'est pareil pour ce kana Tsudakuten, que l'on prononce zu, ça se prononce exactement pareil que ce zu là, donc on va l'écrire bien sûr avec ce zu, katakana. Et c'est la même chose avec ce chi dakuten, ji, qui se prononce comme ce ji là, donc que l'on va écrire de cette manière-là en katakana, ji. De toute façon, ces trois cas là, que ce soit le ha qui se prononce wa, ou le tsudakuten, le chi dakuten, c'est des trucs qui sont extrêmement rares en japonais, mais c'est important de le préciser. Je vous donne des exemples. Konnichiwa, en japonais, la bonne intonation c'est konnichiwa. Et du coup, ici, le wa, je l'écris avec un katakana wa. Suzuki, qui veut dire la suite en japonais, ça va être Suzuki. Donc voilà, Sudakuten. Et hanaji, le saignement de nez, hanaji, avec le chi dakuten, et non pas le chi dakuten. Vous comprenez comment, en se fiant uniquement à la phonétique, on s'en fout de comment est écrit le kana de base, on se base uniquement sur la phonétique. Quatrième règle, dans le cas de certains kana, et du coup de certaines morts, on ne prononce pas la voyelle de la mort. Vous savez qu'en japonais, très souvent, c'est une consonne, une voyelle. Parfois, on ne va pas prononcer la voyelle. Je vous donne un exemple. Les pâtes, en japonais, pasta. Ici, le su, écoutez bien, je n'ai pas prononcé le u, pasta. C'est un peu comme si j'avais juste prononcé le s. Et du coup, pour vous indiquer que dans le cas de cette mort précise, on ne va pas prononcer la voyelle, je vous l'entoure. Voilà, ça veut dire qu'on va juste prononcer le s. Écoutez bien, pasta. Je vous donne un autre exemple, l'avion, hikoki. Le hi, j'ai pas prononcé le i, pas véritablement. Hikoki. Voilà, ici, ça se prononce que très légèrement. Cette histoire de kana dont on ne prononce pas la voyelle, ça peut être aussi bien des kana en u, donc la colonne des u dans votre liste des kana, ou bien un kana en i, donc la colonne des i. Pour être exact, ça peut être ki, ku, shi, shu. Alors, je le répète, j'ai deux kana, mais ça correspond bien à une seule mort, c'est une combinaison. Su, chi, tsu, hi, fu, fi, pi. Et pour finir, pu.
Voilà, ça peut être toutes ces morts différentes. Cinquième règle. En japonais, certaines morts sont prononcées avec le nez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'agit des syllabes ga, gi, gu, ge, go, que l'on va parfois, dans le cas de certains mots, prononcer avec le nez pour faire plus joli, pour paraître plus courtois, plus poli de manière générale. C'est quelque chose qui n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça se fait. Donc ça donne quoi? Ça donne nga, ni, ngu, nge, ngo. Donc là, voilà, je prononce à moitié avec le nez mes kana. Ce truc, comment ça va s'écrire? Ça s'écrit de cette manière-là. Nga, ni, ngu, nge, ngo. Donc je mets un handakuten au kana kakiku keko. Alors ce truc, normalement, ça vous paraît bizarre, c'est quelque chose qu'on voit jamais. C'est comme si en français, je sais pas, je mettais un décédille, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. Mais pourtant, bah voilà, c'est une notation un peu nouvelle qui va permettre d'écrire sur le support écrit cette prononciation qui est un peu particulière. Du coup, je vous donne un exemple de mot qui utilise ça. La pomme, ça va être lingo. Ici, voilà. Le go, bah, on va le prononcer avec le nez. Et puis, cette histoire de kana nasal, ça marche aussi sur les combinaisons. Regardez, l'industrie se dit en japonais kogyo. Le gyo, je le prononce avec le nez myo. Et donc, du coup, bah, je mets le handakuten à l'écrit pour écrire cette prononciation particulière sur le ki. Pour la petite anecdote, il existe d'autres kanas qui ne prennent pas de handakuten de base, mais sur lesquels on peut en mettre pour écrire une prononciation particulière en phonétique. C'est des choses qui vont notamment se faire pour transcrire la langue des Ainu. Vous savez, le peuple aborigène du Japon, qui est notamment présent sur l'île d'Hokkaido, je vous en ai déjà un peu parlé. Mais bon, ce sont des choses qui aujourd'hui n'existent pas pour écrire le japonais, donc vous n'avez pas forcément besoin d'y prêter attention. La septième règle n'est pas vraiment une règle en fait, c'est juste une remarque. Systématiquement, lorsque l'on prononce un mot en japonais, vous remarquez que le ton change, monte ou descend à la deuxième mort. Regardez, je vous remets des mots qu'on a vus jusqu'à maintenant. Ici, vous voyez que, bah voilà, à chaque fois, au niveau de la deuxième, donc juste avant, au niveau de notre barre, soit ça monte, soit ça descend. Et ça va être systématique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, le ton change au niveau de la deuxième mort. On remarque d'ailleurs que dans un mot, soit le ton monte uniquement, soit le ton descend uniquement, soit le ton monte puis ensuite descend, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres cas de figure. Ça va jamais, par exemple, je sais pas moi, monter, descendre au sein d'un même mot, ou descendre puis monter. Ça, c'est quelque chose qu'on ne verra jamais. Et puis, on remarque que très souvent, on est dans le cas d'une première mort qui est basse et le ton qui monte sur la deuxième mort. Ça, c'est très souvent le cas. Le cas où la première mort est en haut et qu'on descend ensuite, ça arrive sur beaucoup de mots japonais, mais c'est un cas qui est beaucoup moins fréquent que l'autre cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous permet, une fois qu'on est en haut à partir de la deuxième mort, de pouvoir faire des choses plus longues, de redescendre si on veut plus tard, ou notamment de rattacher des mots pour faire des noms composés. Parce que je vous rappelle que si jamais on descend, on peut plus jamais remonter après dans un seul mot. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux monter au début. Mais encore une fois, c'est quelque chose que l'on ne choisit pas. C'est le mot qui est comme ça. C'est pas nous qui allons choisir l'intonation que l'on va donner dans un mot. Voilà, donc ça c'est toutes nos règles qui nous permettent de bien maîtriser, on a tout vu en détail, l'intonation d'un mot japonais, c'est pas évident du tout, ça fait beaucoup de règles, n'hésitez pas à revoir plusieurs fois ce cours pour bien refaire plusieurs par étape, bien tout comprendre, mais dans l'idée, si vous voulez être calé là-dessus, il faut un peu avoir en tête tout ça. Cette intonation dont je viens de vous parler, elle correspond à ce que l'on appelle l'accent principal japonais, l'accent principal de Tokyo, qui est notamment officialisé par la NHK. Alors la NHK, qu'est-ce que c'est? C'est la chaîne publique principale japonaise, et c'est une chaîne sur laquelle les présentateurs parlent le japonais parfait, avec la parfaite intonation, de manière à ce que toutes les personnes dans le Japon qui écoutent cette chaîne puissent avoir une bonne référence pour qu'ils entendent un japonais parfait. Et c'est de cette manière que la bonne intonation des mots japonais va être répandue dans le Japon. Et du coup, la NHK, tous les présentateurs sont formés à avoir l'intonation parfaite, et ils font notamment des dictionnaires. C'est le cas de celui-ci que j'ai ici et dont je vais vous parler tout à l'heure, des dictionnaires d'intonation, où voilà, on a la prononciation exacte des mots qui est inscrite dedans.
L'intonation japonaise, c'est quelque chose qui diffère selon les régions. L'intonation notamment du Kansai, avec ce qu'on va appeler le dialecte Osaka, hein, l'Osaka-ben, va être différente pour les mots par rapport à l'intonation de Tokyo. Et puis on va carrément même avoir des mots différents, hein. Certains mots vont pas se dire de la même manière, mais bon, ça c'est quelque chose dont je ne parle pas maintenant. C'est un peu comme en français. Je veux dire, quand on va par exemple dans le sud de la France, à Marseille, les gens bon, ont leurs mots à eux, mais prononcent aussi les mots qu'on utilise dans toute la France, à leur manière. Ils ont leur intonation différente. C'est à peu près la même chose qui se passe au Japon. Comment vous dire? En France, on a par exemple, il y a des gens qui disent le poulet, d'autres qui disent le poulet, ce genre de choses. Et dans tous les pays du monde, bah, on a ce qu'on appelle des dialectes, hein, de part et d'autre d'un pays. Donc voilà, au Japon, la vraie prononciation, c'est celle de Tokyo. Sachant que même dans l'intonation de Tokyo, il arrive que plusieurs mots aient jusqu'à 3 intonations officielles différentes. Ça ne simplifie rien. L'intonation, c'est vraiment quelque chose de hard. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Du coup, vu que c'est quelque chose de super hard, je vous avoue que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. On considère que c'est quelque chose de très compliqué pour les élèves étrangers qui apprennent la langue japonaise. Et puis surtout, les Japonais ont beaucoup de mal à en parler parce que pour eux, c'est quelque chose d'inné. Quand on parle la langue qui est sa langue maternelle, c'est le cas pour vous avec le français, vous réfléchissez pas à comment on va prononcer tel mot ou quelle intonation on va mettre dans tel mot composé, ce genre de choses. Les Japonais, c'est pareil. Et du coup, les Japonais, souvent les professeurs japonais, ont du mal à expliquer à leurs élèves comment ça se passe l'intonation parce que eux, c'est pas quelque chose qu'ils ont eu à apprendre, c'est quelque chose qui est venu tout seul, qu'ils ont appris quand ils étaient enfants, parce que c'était leur langue maternelle. Donc voilà, c'est quelque chose de pas évident. Moi, je veux pas vous demander d'être à cheval sur l'intonation. Il y a certains Japonais, ça les dérange absolument pas que les étrangers fassent pas attention à l'intonation, parce que eux-mêmes, ils sont conscients du point auquel c'est compliqué. Mais si vous voulez, comment dire, taper dans la qualité absolue lorsque vous vous exprimez en japonais, bah, c'est quand même une chose à laquelle vous devriez faire attention. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, concernant mes cours, alors attention, dans les cours de vocabulaire comme dans les cours de grammaire, l'intonation, la bonne intonation des mots n'est pas une chose à laquelle j'ai fait très attention, pour 2 raisons. La première, c'est que quand je vous donne des mots de vocabulaire et surtout des phrases dans les cours de grammaire en japonais, ces phrases sont prononcées dans le cadre d'une explication française et du coup l'intonation va être influencée par l'intonation française. Je vous donne un exemple. Quand je vous donne une phrase et que je veux insister sur le fait qu'on va mettre cette particule, je veux mettre par exemple watashi wa en insistant pour vous montrer que cette particule, parce que la phrase japonaise est imbriquée dans une explication qui donc est régie par l'intonation française. Et ça, du coup, bah, c'est pas du tout la bonne intonation. Les Japonais, ils vont pas appuyer comme ça sur des particules. Moi, je le fais pour appuyer l'explication. Et même si c'est pas du tout la bonne intonation, ça n'a rien à voir, ça c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Parce que pour moi, c'est important que l'explication soit le plus claire possible en français, et appuyer ainsi sur des mots japonais, c'est quelque chose qui aide vraiment à faire passer une explication. Et puis de manière générale, je ne suis pas spécialiste en intonation japonaise. Moi, ce dont je me suis spécialisé quand j'ai voulu enseigner le japonais, ce sur quoi je me suis spécialisé, c'est sur l'explication détaillée, la pédagogie de l'explication des mécanismes de l'écriture, de la grammaire, etc. Pas sur l'intonation. Et de manière générale, je ne me sens pas capable, en tant que français dont le japonais n'est pas du tout la langue maternelle, d'être un modèle pour la bonne intonation du japonais. De manière générale, une langue, par exemple, je pense à l'université, tous les profs de cours oral, que ce soit en anglais, en espagnol, en allemand, en japonais, sont faits par des natifs dont c'est la langue maternelle, parce que quand c'est pas notre langue maternelle, c'est impossible d'avoir l'instinct de savoir comment on prononce parfaitement un mot. Et moi, tous les Japonais avec lesquels j'ai pu parler, que ce soit des étudiants ou des professeurs qui ont plus de 60 ans et qui ont un niveau de français excellentissime, j'en ai jamais entendu un seul qui avait la parfaite intonation française, tout simplement parce que c'est pas une langue maternelle pour eux, et ils n'ont pas ce naturel que l'on a avec sa propre langue maternelle. Et du coup, moi, même si je voulais mettre tous les efforts du monde, je ne peux pas être votre modèle pour l'intonation du japonais. Donc si vous voulez avoir des intonations, si vous voulez écouter vraiment du japonais parfait, écoutez des japonais, écoutez la télé japonaise, notamment la NHK, où là les gens sont formés pour être parfaits là-dessus. Les mangas, pas trop, parce qu'on va souvent avoir des personnages qui viennent de la campagne, et où du coup les doubleurs vont forcer une fausse intonation pour montrer qu'ils parlent pas très très bien. Mais ouais, écoutez des japonais pour avoir un bon exemple de la bonne intonation.
Cela dit, je pense que l'intonation, c'est quand même une bonne plus-value pour mes cours, et même si moi, je ne pourrais jamais avoir l'intonation parfaite, dans les cours de vocabulaire, je vais faire de mon mieux pour me rapprocher au maximum de la parfaite intonation japonaise. Et pour accompagner donc cet effort, je vous donnerai à partir de maintenant pour chaque cours de vocabulaire une fiche d'intonation. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, là par exemple c'est pour le cours sur les animaux domestiques. C'est une fiche de vocabulaire que vous allez d'ailleurs pouvoir remplir, hein. Vous avez été très nombreux à me demander de vous faire des fiches vocabulaire. Alors moi je vous ferai jamais de fiches vocabulaire à imprimer. Moi je vous mets ici des pointillés, c'est à vous de dresser vous-même votre fiche de vocabulaire, d'écrire les kanji, d'écrire les kanas, le sens, ça vous permet de commencer à les apprendre inconsciemment, de dresser vous-même la fiche. Vous pouvez même mettre des remarques si jamais vous pensez à certaines choses, ou vous avez des petits moyens mémotechniques qui vous aident. Et puis du coup sur cette fiche, voilà, je vous mets la bonne intonation avec toutes les règles d'écriture qu'on a vues dans ce cours-là. Donc ici, voilà, vous avez les barres rouges qui montent, qui descendent, qui tiennent ici. Vous avez les kanas entourés, par exemple ici sur le hamster. Et puis vous avez par moment le Handakuten sur le ga Gigugego, ici c'est le cas avec le lapin, pour vous montrer que le son est nasal. Et du coup voilà, avec ces fiches vocabulaires, vous pouvez avoir sur le support écrit l'exacte bonne intonation pour prononcer de manière parfaite les mots de vocabulaire. Tout ça c'est disponible dès aujourd'hui sur tous les cours de vocabulaire qui sont sortis jusqu'à maintenant, il y en a une vingtaine, et ça va être systématiquement disponible sur tous les prochains cours de vocabulaire qui vont sortir. Encore une fois, cette histoire d'intonation, c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est comme vous le sentez, et si vous voulez en avoir absolument rien à foutre, c'est votre droit, et c'est quelque chose que je comprendrais tout à fait. Mais voilà, je le mets à disposition de ceux qui voudraient fouiller à fond la langue japonaise, comme ça, tout le monde peut y trouver son compte. Pour ceux qui veulent encore plus être autonomes en ce qui concerne l'intonation du japonais, je vous conseille et je vous recommande très vivement ce dictionnaire. Donc voilà, c'est un dictionnaire qui a été fait par la NHK, donc la chaîne publique japonaise, qui permet de... en fait, c'est un dictionnaire, alors non pas on n'a pas le sens des mots, mais vous voyez, pour chaque mot, en fait, on a simplement l'intonation parfaite. Donc ici, j'ai le mot, voilà. Après, j'ai le kanji, parce que ça montre quel mot c'est. Et puis après, en katakana, j'ai l'intonation avec les mêmes règles que moi, les barres, ce genre de choses. Et ça, c'est un livre qui est parfait, il y a 75 000 mots, je crois, si je dis pas de bêtises, et du coup, voilà, pour chaque mot, on a la parfaite intonation. Ça, c'est un truc que doivent apprendre par cœur, je pense, les personnes qui veulent être journalistes ou présentateurs à la NHK. Et franchement, ce truc, c'est devenu ma Bible numéro 2, parce que c'est ultra pratique. En plus, ce qui est génial, c'est que pour chaque mot, japonais, on vous dit si oui ou non on utilise les kanji. Vous savez, il y a plein de mots japonais pour lesquels on n'utilise plus trop les kanji, etc. On sait jamais lesquels, nous on est étrangers, on sait pas, on n'a pas l'habitude de les voir, du coup on sait jamais s'il faut utiliser tel ou tel kanji, si ça fait vieux ou pas. Et du coup là on nous le dit, par exemple ici pour ce mot, on va pas trop utiliser le kanji, ça c'est plus trop, etc. Et du coup ce livre, franchement c'est devenu une bible pour moi. Si vous voulez, il y a une appli mobile qui est disponible, donc c'est exactement le même contenu. Alors bon, moi j'ai pas de support pour installer d'application mobile, et puis j'aime bien le support écrit. Je vous mets toutes les références dans la description de la vidéo. Et franchement, si vous voulez vous faire plaisir, c'est quelque chose qui, je pense, peut être... C'est assez cher, mais c'est quand même un investissement de qualité. Autre chose, pour ceux qui n'ont pas l'argent de s'acheter un livre, il existe des solutions alternatives gratuites sur internet, notamment ce site accent.u-big.org. C'est un site qui est japonais, qui est très pratique et qui propose à peu près le même contenu. Donc ici, voilà, vous avez le site. Si vous voulez, vous pouvez mettre la page de garde en anglais. Ici, ça vous récapitule un peu les règles. Et puis, vous avez ici donc l'index, hein, le tableau des hiragana pour aller chercher les mots qui commencent notamment par A, par K, par ça, ce que vous voulez. En dessous, vous avez une liste qui vous regroupe des noms propres, des noms de lieux, notamment des classificateurs numéros, on verra dont il s'agit dans un cours de grammaire, et puis les adjectifs et les verbes qui vont donc changer de forme. Bon, pour l'instant, on va pas s'occuper de ça, mais on va prendre par exemple les mots qui commencent par ha, et du coup, ici, vous avez une liste de mots. Alors, c'est pas exhaustif, hein, il en manque plein, c'est beaucoup, beaucoup moins complet que le dictionnaire dont je viens de vous parler, mais voilà, vous avez plein de mots importants. Ça ne vous met pas le sens, mais ça vous met le kanji, ou quand le mot est katakanisé depuis une langue étrangère, ça vous met le mot en anglais, ici, entre parenthèses. Et puis du coup, voilà, vous avez... alors, bon, eux, ils vous écrivent la phonétique en hiragana, hein, pas en katakana comme je vous l'ai enseigné, mais le dictionnaire là, dont je viens de vous parler, eux, ils le font en katakana, eux, ils plaisantent pas. Et du coup, voilà, vous avez plein d'informations. Dans la deuxième colonne, en général, vous avez soit une forme alternative du mot, par exemple ici, le mot est à la forme polie, ou alors vous avez des mots liés, par exemple ici, avec hybrid car, eco car,
Et du coup, bah, on voit bien, alors la notation est différente, mais on voit bien quand ça monte ou quand ça descend. Par exemple, ici, hein, c'est hajimaru, ce qui veut dire commencer. Et là, vous avez la forme polie, hajimarimasu. Donc la notation, ils n'ont pas mis les traits, les barres rouges comme moi, mais on comprend comment ça marche. Ici, là, par exemple, ce truc qui descend, là, ça montre que le mot se termine sur un ton élevé, mais que la particule qui suit va se faire en bas. Ce site, il est super intéressant. Il est moins complet que le dictionnaire, hein, notamment dedans, vous n'avez pas les syllabes dont la voyelle ne se prononce pas, que j'entoure, moi, que je vous ai montré tout à l'heure, et vous n'avez pas non plus les nga, nging, ngego prononcés avec le nez. Mais franchement, pour une solution alternative, c'est quelque chose d'intéressant. Ok, on fera bien plus tard d'autres cours plus avancés sur l'intonation. On verra notamment comment l'intonation, ça se passe au sein d'une phrase où, bah, justement, avec ces verbes et ces adjectifs qui changent de forme. Mais pour l'instant, je pense qu'on a largement de quoi aller faire une grande sieste parce qu'on a vu plein de choses nouvelles et assez importantes pour la prononciation du japonais. Ceci étant fait, je vous donne vos exercices. Donc, j'inaugure les exercices d'oral. À quoi ça ressemble? Je vous mets 20 mots à l'écrit pour lesquels je vous ai indiqué la bonne intonation. Et du coup, ben, moi, j'aimerais que vous les prononciez à l'oral. Et la correction, bah, ça va être juste après. Là, je vais vous les prononcer à l'oral et vous allez pouvoir voir si vous les avez correctement prononcés de votre côté. Et puis, je vous mets également l'inverse. Je vais vous prononcer à l'oral des mots et vous allez essayer de vous entraîner à les écrire avec les règles, donc la barre qui monte, la barre qui descend, le canard entouré si on ne prononce pas la voyelle, ce genre de choses. Tous les mots de ces exercices ont été piochés dans les cours de vocabulaire de la saison 1, donc normalement ce sont des mots que vous connaissez. Donc voilà, vous êtes en territoire connu. On se concentre ici précisément sur l'intonation. Je termine le cours et on passe aux exercices juste après. Donc, chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Et donc, ne quittez pas, hein, juste après l'écran de fin, vous avez les exercices. Ah, si tu es toujours là, c'est que tu es courageux, tu me plais. Allez, on est parti pour les exercices. Alors, je commence par l'exercice 1. Donc ici, c'est à vous d'essayer de bien prononcer les mots que je vous ai écrits avec, donc voilà, je vous ai indiqué l'intonation avec les barres rouges notamment. Donc comment on va faire? Je vous dis le numéro du mot, vous mettez pause, vous le prononcez à l'oral, et ensuite vous relancez la vidéo et vous m'écoutez le prononcer. Et vous voyez si oui ou non vous l'avez correctement prononcé. Ici, vous voyez, hein, sur les mots qui terminent par un ton en haut, je vous indique si la particule qui suit éventuellement se prononce en haut ou en bas, mais ça, vous n'y prêtez pas garde, hein. À l'oral, bah, vu qu'on prononce le mot seul, ça ne changera rien. Allez, go. Numéro 1, Yama. Numéro 2, Kuro. Numéro 3, Sora. Numéro 4, Buta. Numéro 5, Gishi. Numéro 6, Roshia. Numéro 7, Tsuchi. Numéro 8, Yokka. Numéro 9, Stéréo. Numéro 10, Mokusei. Numéro 11, Futango. Numéro 12, Harinezumi. Numéro 13, Minami Afrika. Numéro 14, Suiyobi. Numéro 15, Kureji Tokado. Numéro 16, Kori. Numéro 17, 12月. Numéro 18, Mahotsukai.
Numéro 19, Hazuki. Et le numéro 20, Yuki Otoko. Ok, ceci étant fait, on passe maintenant à l'exercice 2. Donc maintenant, c'est moi qui vous prononce des mots à l'oral, et vous, vous devez essayer d'indiquer avec les barres rouges la bonne intonation. Bien sûr, vous ne pouvez pas savoir si, dans le cas d'un mot qui se termine en O, la particule ensuite se met en haut ou en bas. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas deviner, mais je vous le mettrai dans la correction pour ceux que ça intéresse. Bien entendu, n'oubliez pas que l'intonation change tout le temps, donc soit elle monte, soit elle descend, pour la deuxième mort du mot. Donc ça, voilà, ça peut vous aider à bien écouter et du coup à bien écrire vos barres pour l'intonation. Allez, on est parti. Donc je vous dis le numéro du mot, je vous le prononce, vous mettez pause, vous l'écrivez, et ensuite bah, vous mettez lecture et on passe au mot suivant. Numéro 1, Yuki. Numéro 2, Chiri. Numéro 3, Beddo. Numéro 4, Hana. Numéro 5, Sakana. Numéro 6, Okane. Numéro 7, Hitsuji. Numéro 8, Pasokon. Numéro 9, Igirisu. Numéro 10, Mizuiro. Numéro 11, Chikyu. Numéro 12, Sofubo. Numéro 13, Nichiyoubi. Numéro 14, Imoto. Numéro 15, Komori. Numéro 16, Tsuitachi. Numéro 17, Nadare. Numéro 18, Ichigatsu. Numéro 19, Ryusei. Et pour finir, le numéro 20, Shichigatsu.